essayer de guérir à 6000 mètres, c'est vraiment une expérience des plus atroces que j'ai vécues. Là. C'est très, très difficile. Donc, mais c'est ça. Finalement, j'ai réussi à faire le sommet. Tous les deux, on a été emportés dans l'avalanche en même temps. Pour être honnête, moi, j'ai cru que j'allais y passer. Étrangement, tu sais, j'étais en paix quand même. Ma vie se terminerait dans le plus bel endroit du monde avec la plus belle personne avec laquelle j'aurais aimé être. J'étais vraiment serein. Salut, c'est Loïc, bienvenue sur Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Chaque semaine, je vous fais découvrir des invités extraordinaires, des femmes et des hommes qui ont osé se lancer et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. À travers leurs actes, ils nous montrent par l'exemple que tout est possible et qu'on a tous un potentiel exceptionnel, en réalité, un frappé qui sommeille en nous. Eux se sont autorisés à le libérer. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez soutenir le podcast en devenant contributeur sur Tipeee, le lien est en description, ce qui vous permettra d'écouter les épisodes en avant-première, de rejoindre les visios mensuels des frappés ou encore d'accéder à du contenu exclusif. Cet épisode, c'est l'histoire de deux potes québécois, Jean-Christophe René et Éloi Larrivée, qui se sont lancés dans une aventure hors du commun. Ensemble, ils ont décidé de gravir les 5 plus hauts sommets de chaque continent. En soi, c'est un challenge incroyable, mais ils y ont ajouté un paramètre non négligeable. Ils relient le départ de chaque ascension à la force des jambes. Ils ont ainsi pédalé plus de 7000 km en Amérique du Sud pour relier tous les camps de base de leurs ascensions, qui incluaient forcément la Concagua à 6962 mètres. Depuis, ils ont également bouclé leur expédition sur le continent africain et ils se préparent maintenant à s'attaquer au sommet d'Amérique du Nord. On a échangé sur les challenges auxquels ils doivent faire face, et ils sont nombreux, sur leur préparation, sur l'impact de la très haute altitude, les dangers de la montagne et comment rebondir lorsqu'on y perd quelqu'un qu'on aime. Un récit fascinant avec deux hommes qui incarnent les notions de courage et de résilience. Ils nous montrent que tout est possible et qu'on peut réaliser ses rêves, même avec les moyens du bord. Un récit fascinant avec deux hommes qui incarnent les notions de courage et de résilience. Ils nous montrent que tout est possible et qu'on peut réaliser ses rêves, même avec peu de moyens. Excellente écoute à vous les frappés. Eh ben, bienvenue à tous les deux sur Les Frappés, bienvenue Jean-Christophe, bienvenue Éloi, je suis super content de vous recevoir aujourd'hui en direct du Québec, fraîchement chez vous si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Bon matin, Loïc, pour nous, parce qu'il est 7h30 Ah oui, du c'est vrai. matin avec une température de moins 10 degrés et une Voilà. petite Et neige la au sol. neige. Donc, oui, c'est parti. L'hiver est parti au Québec. Donc 7h30 du matin, c'est vrai que j'avais oublié ce petit détail de décalage horaire, donc franchement, merci beaucoup. C'est une heure à laquelle vous vous levez habituellement ou là c'était un réveil forcé pour les frapper? Moi, personnellement, je me suis levé un petit peu avant que d'habitude, là, ça paraît, là, mais je vais essayer d'être dynamique pour le reste de la conversation quand même. Et toi, Éloi, en étant militaire, t'es habitué au réveil un peu rude le matin, C'est non? brutal, oui. Ouais. Mais, mais tu sais, je me suis couché tard. Justement, je travaillais hier soir, donc j'ai fini la soirée au mess. Donc, ça fait une courte nuit. Ah ouais, ok, bon. On va dire que ça fera partie de l'entraînement pour votre prochaine expé, la gestion Exact. du manque de sommeil. Ouais. En tout cas, super content de vous recevoir une fois de plus. Merci d'ailleurs, j'en profite à Eric qui nous a mis en relation. Eric de l'épisode, c'était combien 138. Réseau Autonomie Santé, c'est un collectif qui emmène qui crée ou qui participe à des défis sportifs inclusifs, c'est-à-dire avec des personnes qui sont en situation de handicap. Donc merci encore Eric pour cette suggestion. Et moi je vous le Un disais, je homme suis super merveilleux, content. d'ailleurs. Ouais, complètement. Complètement. Donc, il y aura le lien en description de l'épisode. Foncez l'écouter. Moi, je suis super content que vous soyez là tous les deux pour nous parler de ce que vous faites parce que je vous cache pas que le projet, je le trouve super intéressant. La démarche, la manière dont vous le réalisez, je trouve ça génial. Mais je suis quand même très curieux de savoir comment tout ça est né, comment vous faites pour que ça fonctionne. Et bref, j'arrête avec mes questions teasing, mais je vous laisse peut-être commencer par nous expliquer en quoi consistent les Trois Mousquetons. Ouais, les trois mousquetons, en fait, c'est une équipe d'athlètes qu'on se considérait. Ben, athlètes. Bref, ça vient avec le temps, là, le terme athlète, là, mais une équipe de sportifs qui avaient envie, qui avaient soif d'aventure. Puis là, on s'est lancé le projet un peu fou
de tenter de gravir les 5 plus hauts sommets de chaque continent en les reliant par la force humaine. Qu'est-ce que ça veut dire, la force humaine? En fait, c'est que une fois qu'on atteint le premier sommet d'un continent, tous les sommets suivants, on doit les relier par la force de nos jambes. Fait que souvent, pour les 2 continents qu'on a fait, ça a pris la forme du vélo. Mais quand on va penser aux continents comme l'Antarctique ou même l'Amérique du Nord, on va intégrer aussi le ski à l'intérieur des défis. En plus de l'alpinisme et de la complexité, la logistique de gravir les 5 plus hauts sommets de chaque continent. Excellent. Et comment l'idée de ce format-là est née, du coup? Ça, c'est. Moi, j'ai regardé les records, là, puis là, tu sais, il y a le défi de graver les 7 plus. Le plus haut sommet de chaque continent Ouais. pour un total de 7 sommets. Puis là, j'ai regardé sur Internet, puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui en avait fait les 2 plus hauts de chaque continent. Donc après ça, je me suis dit, bah, si on fait les 3 plus hauts de chaque continent, c'est un peu proche de 2. Puis 4, ben, je trouve que c'était juste pas un beau chiffre. Donc ça a fini à 5 plus hauts sommets de chaque continent, là. Ah, c'est très arbitraire, mais ça prend un défi arbitraire pour se mettre en marche parfois dans la vie, là. C'est clair. Ok, donc les 5 sommets les plus hauts de chaque continent, en reliant chacun des camps de base des sommets, en fait, à la force, enfin, Oui, oui, à la force des jambes, en fait. oui. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, Luc. Génial. Et donc, C'est une forme très particulière là, d'alpinisme, là, parce que les alpinistes qui nous rencontrent, là, puis qui sont à connaissance de cause un peu là, du sport, ils se rendent compte de la complexité de ce qu'on fait, parce que entre les camps de base, normalement, on prend un Jeep, on va à l'hôtel et on se repose, mais nous, au contraire, là, on prend le vélo et puis on dépense encore plus d'énergie, donc c'est vraiment un voyage différent, là. Il est vraiment plus... en fait, c'est 2 expéditions en une que vous exactement. devez gérer. Ouais, exactement. Et puis, tu sais, le ravitaillement, tout ça en vélo, là, c'est vraiment différent. Mais c'est ce qui nous différencie, puis c'est ce qui nous fait vibrer, justement, là, c'est la complexité ajoutée au voyage et puis les expériences aussi que ça donne, là, qui sont complètement différentes, là. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous avez déjà réalisé 2 continents, c'est ça? Amérique du Sud et Afrique? Oui, Oui, c'est ça. Notre premier défi a été en février 2022. On est parti pour un périple de 5 mois en Amérique du Sud. Ça a été justement une expédition quand même assez compliquée en termes de distance, puisqu'on atterrissait à Santiago, au Chili, qui est comme à peu près au milieu de l'Amérique du Sud. Puis il fallait se rendre en vélo jusqu'au Pérou, un petit peu au nord de Lima pour la dernière montagne, là. Fait que c'était environ 7000 km de vélo qu'on a fait en 5 mois en gravissant les 5 plus hauts sommets, là. Donc ça a été vraiment sur une longue période. Puis là, ensuite, là, c'était le temps de faire la deuxième étape, là. Donc en début septembre 2023, on est parti pour l'Afrique pour un périple de 37 jours pour relier les 5 plus hauts sommets, puis les gravir. Waouh! Alors, du coup, une question, là, c'est vraiment je me suis rendu compte à force des interviews qu'il y avait des notions, tu vois, la notion de plus haut sommet, elle diffère un peu selon les gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui considèrent que, c'est par rapport, au niveau de la mer, d'autres, c'est par rapport à vraiment la base de la montagne, donc presque sous les océans, d'autres qui considèrent enfin, il y a des nuances visiblement. Vous prenez, vous les identifiez comment les 5 plus hauts sommets de chaque continent, du coup? Nous, on se prend à partir du niveau de la mer, là. OK. Tu sais, pour être honnête, on se casse, tu sais, on se casse pas le basic avec plein de définitions puis plein de façons de voir la montagne. Tu sais, même en Afrique, par exemple, là, il y avait certains sommets, il y en a des gens qui considéraient que c'était des sommets moins hauts, mais vu qu'ils étaient plus isolés, ben, ils considéraient comme un sommet à part entière comparativement à certains sommets qu'on a fait, que vu qu'ils sont dans la même chaîne de montagnes, certains gens peuvent les considérer pas comme des sommets à part entière. D'accord. Mais bon, tu sais, nous, on se fie aussi là-bas, mettons, quand on est arrivé au camp, ben, pas au camp de base, ben, au village le plus près des 3 premières montagnes en Afrique, on se fie à la population locale. Puis un des guides nous a dit, ben, ici, c'est la troisième, la quatrième et la cinquième plus haut sommet d'Afrique. Donc, tu sais, que les locales appuient notre choix de montagne, tu sais, ça nous a rassurés Ouais. intérieurement parce que il y a, tu sais, dans la littérature, il y a plusieurs définitions, comme tu l'as dit, puis c'est facile de se perdre avec ça, là. Ouais, c'est clair. il y a Puis d'un tellement autre de côté, montagnes, ouais. ouais, c'est ça. Puis d'un autre côté, on s'est dit, ben là, tu sais, on s'entend ce défi-là, c'est nous qui le fait en premier, là. Fait que ça sera la liste des 3 mousquetons.
OK. S'il y en a qui veulent se plaindre, ben, ils iront les faire. Après ça, ils pourront nous rappeler. Mais là, pour l'instant, je veux dire, à un moment donné, il faut faire des choix, puis on fait des choix éclairés, on s'entend, on fait vraiment les plus hautes, mais c'est sûr que c'est à la discrétion des alpinistes en général, là. Ça devient compliqué, là. Aujourd'hui, vous êtes deux au moment où on enregistre. Le projet s'appelle Les Trois Mousquetons. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti 3 personnes initialement. En fait, on est parti 5 personnes en Amérique du Sud. Mais on se rend compte rapidement dans un genre de voyage là, qu'on n'a pas tout à fait les mêmes buts. Donc, moi et Jean-Christophe, là, on est nés dans le même village. Là. On se connaît depuis qu'on a 4 ans. On a été à l'école ensemble. Donc, on est des personnes très similaires qui se connaissaient depuis longtemps puis qui avaient les mêmes objectifs un peu sportifs puis de dépassement de soi. Puis notre partner, notre troisième mousqueton, lui, avait peut-être plus des objectifs là, de faire un voyage plus culturel, de découverte. Donc, on a pris chacun notre côté de l'aventure, puis on est resté quand même en bons termes. Là. La séparation a été difficile, mais on est resté en bons termes. Là. On comprend les objectifs de chacun. C'est pas tout le monde qui voyage pour les mêmes raisons. Là. Ben voilà, fait que mais on a décidé de garder les 3 mousquetons quand même parce que c'était significatif pour nous. On trouve des explications un peu plus, je peux dire philosophiques, là, c'est-à-dire il y a moi, il y a Jean-Christophe, donc ça fait 2 mousquetons, puis le troisième mousqueton, ben, c'est nos familles, c'est notre camp de base à la maison là, qui nous donne le courage de traverser là, des grandes épreuves et puis d'avoir quelque chose vers lequel revenir. Là. C'est comme un peu notre troisième mousqueton. Voilà. Je sais pas si Jean-Christophe avait quelque chose à rajouter. Non, c'est parfait. J'aime bien la philosophie d'Éloi là, qui a trouvé un nouveau sens à notre nom. Là. Je trouvais ça parfait. Là. Est-ce que ça vous semble indispensable pour se lancer dans ce type d'aventure d'avoir une relation déjà bien établie avec ses partenaires d'aventure? Ah, c'est essentiel. Là. C'est même pas une condition. C'est ça qu'on a appris justement en Amérique du Sud aussi, dans notre première expérience, c'est que, tu sais, ma vie repose entre les mains de mon coéquipier. Puis si j'ai pas une confiance Absolue, hein? absolue en mon coéquipier, je vois pas comment on pourrait réussir à faire ce genre de défi-là. Puis en plus de ça, vu qu'on les relie en vélo, les sommets, mais t'as pas envie d'être toujours en train de t'occuper de ton coéquipier, d'y proposer de l'aide, tu sais, t'as besoin de garder ta charge mentale, garder tes capacités sur ton propre défi, tu sais, de Ouais. toi, pédaler et avancer. Si je serais toujours en train de penser, est-ce qu'Éloi est correct? Est-ce qu'Éloi, ça va bien? Parce qu'on ne suit pas toujours à 10 mètres un en arrière de l'autre. Là. Je veux dire, des fois, on peut prendre des journées de différence, même durant des trajets à vélo. Fait que d'avoir au moins juste, je me focus sur moi, ben, ça me permet d'avancer puis de rester focus sur le défi. Puis ensuite, ben, si j'ai besoin de support de mon coéquipier, ben là, je sais qu'il est présent pour moi. Là. Éloi, c'est quoi ta vision, toi? C'est exactement la même vision que Jean-Christophe. C'est pas pour rien qu'on est un bon binôme. Ouais, j'ai l'impression qu'il touche un point. Là, parfois, là, surtout dans notre voyage en Amérique du Sud, là, où on a fait 5000 km, là, vraiment une journée après l'autre, là, sans arrêter. Là. On a pris des fois quelques jours de retard, mais on a tellement confiance en les capacités l'un de l'autre. Moi, je me suis toujours dit, je calcule le risque là, comme ça. Là, je me dis, si moi je suis capable, je sais que Jean-Christophe est capable parce qu'on a tellement les mêmes capacités. Quand on voyage là, aussi longtemps, là, on développe la même condition physique aussi. Là, donc, on a souvent la même vitesse, mais on tombe pas toujours malade en même temps, par exemple. Là. Fait que, des fois, là, il y en a un des deux qui est un peu plus malade. Fait que là, on se supporte. Mais c'est ça, c'est de pas avoir l'arrière-pensée, justement, de toujours s'occuper de quelqu'un de plus faible ou au contraire, savoir qu'on est le plus faible dans une équipe. C'est très demandant mentalement. Tandis que là, dans notre binôme, à moi et Jean-Christophe, là, c'est assez incroyable. Là. On a la même vitesse. Puis, ouais, ça va très, très bien là, à ce niveau-là, dans le fond. Puis on se parle pas trop souvent, fait que ça aide, ça. On n'a plus besoin. On lit dans nos pensées. Mais malgré le fait que vous connaissiez
Ouais, malgré le fait que vous connaissez très bien, c'est quoi les enjeux, dans une aventure pareille, dans le fait d'être à 2? Les difficultés ou en tout cas les difficultés que vous avez pu rencontrer et que vous avez visiblement su surmonter, très bien? Ben, en fait, tu sais, être 2, c'est vraiment on considère ça comme notre plus grande force, là. C'est la force de notre équipe. Puis on voit vraiment tu sais, l'avantage d'être 2 en montagne. Par exemple, on n'a pas la même tolérance au risque, moi et Éloi. Éloi, il est un petit peu plus fou que moi, là. Il aime ça prendre un petit peu plus de risques. Fait que des fois qu'on arrive en montagne, dans des passages vraiment techniques, vraiment exposés, tu sais, difficiles, ben moi j'ai dit Hey Éloi, t'aimes ça le risque? Vas-y, t'es capable, mon grand. Fait que là, Ouais. mais tu sais, c'est dans ce côté-là aussi qu'on peut compter l'un sur l'autre dans des moments qu'on est plus à l'aise. Tu sais, moi, souvent, je suis plus à l'aise je m'occupe plus de la logistique. En montagne, je fais plus de l'orientation, ce genre de choses-là. Mais ça, c'est ma job. Puis Éloi, il n'a même pas besoin d'y penser, c'est moi qui a fait. Mmh. Tandis que je sais que si on trouve un passage plus technique, qu'il y a des, qu'il y a des embûches, mais je sais qu'Éloi il va être là aussi, il va être présent pour éviter, il va répondre présent, là. Ouais. Donc C'est bon, Jean-Christophe plutôt partie, logistique et Eloa plutôt partie, j'ouvre les voies là où ça craint. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, avec Capable d'en l'expérience, faire c'est un peu vraiment ça qu'on aussi, a là. remarqué. Ouais. Génial. Et comment vous gérez l'effort sur des durées, alors là l'Afrique c'était peut-être un peu plus court, c'était un peu plus de 30 jours, c'est ça? Ouais, c'était 37 jours, 37 lettre. jours. Ouais. Mais l'Amérique du Sud, bah, c'était un autre morceau, plus de 5 mois. Comment est-ce que vous gérez l'effort? Parce qu'au final, ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est 2 expéditions en une. Il y a la partie, déplacement à vélo et enfin, en tout cas, pour le moment, c'était du vélo et la partie ascension. Mais enfin, évidemment que l'enjeu, c'est que vous arriviez méga frais pour les ascensions parce que, bah, c'est technique quand même, vous risquez vos vies. Donc l'effort sur le vélo, je suppose que vous avez une stratégie, enfin une approche en tout cas qui est pas de foncer à bloc et de faire des records pour boucler la partie vélo le plus vite possible. Donc vous le préparez comment ça, la gestion de l'effort dans la durée? On peut le dire, Jean-Cri, là, je pense que tu serais étonné, là, je pense qu'on se donne beaucoup pour la partie vélo. Ah ouais? Ouais. On arrive, je pourrais pas dire qu'on arriverait là, en bas des montagnes parce que souvent on fait une bonne partie de l'approche en vélo. On arrive, on trouve le point de ravitaillement, là, le petit village ou la petite ville la plus proche. Puis on prend des réserves et puis on fonce. C'est un voyage assez fonceur. J'ai l'impression qu'on garde toujours un niveau d'effort assez élevé quand même. Tu sais, par exemple, en Amérique du Sud, là, sur nos, je pense, c'est 111 jours, là, si on compte jour pour jour entre le premier sommet et le dernier. Là. Et puis, je pense qu'on a pris une journée ou deux de repos Ah en ouais? 111 jours. Ouais. Puis c'était à cause que Jean-Christophe s'était blessé. Là, tu sais. Ouais, parce que j'ai rentré dans une auto. Il a fait du OK. texto au volant, puis il est rentré dans du texto au volant au guidon, et puis il est rentré dans une auto. Là. Mais tu sais, non, mais c'est ça. Puis aussi, tu sais, mettons, en Amérique du Sud, tu sais, les distances étaient vraiment grandes. Tu sais, puis mettons, entre le dernier village, puis pour atteindre le Monte Piscis, qui était notre troisième sommet qu'on a fait, c'était 3 jours de vélo, mais tu sais, c'était 200 kilomètres de vélo. Puis on partait à une altitude de 1000 mètres au village, puis on se rendait jusqu'à 4700 en vélo. Mmh. Fait que, tu sais, c'était une côte de 100, tu sais, 130 kilomètres, là. Tu sais, comment veux-tu arriver frais à la montagne quand tu viens de monter une côte de 130 kilomètres? Ouais. C'est juste impossible. Puis c'est justement ça. Ça fait partie du défi. Puis au niveau logistique, ben, ça rajoute une grosse complexité parce que la nourriture, puis de l'eau aussi, là, vu que c'était un désert, que tu traînes sur ton vélo, ben, faut que tu la planifies, oui, pour ta montagne, mais aussi pour te rendre, là. Donc, L'approche. Ouais. ça rajoute beaucoup d'autonomie puis beaucoup de difficultés. Ouais. L'approche rend ça vraiment difficile, là. Parce que les ascensions en moyenne, une ascension, ça représente combien de jours? Je suppose que c'est très différent selon les terrains, les sommets et tout, mais Ouais. en gros? Ben, une fois acclimaté, mettons, en Amérique du Sud, c'était 2 jours. 2 jours. OK, Mais tu sais, on partait du camp de base, puis on faisait le sommet, puis on redescendait, là. OK. Mais pour la Concagua, par exemple, tu sais, on a eu certaines problématiques, là. Eloi est tombé malade, puis ce genre de choses-là, mais ça a pris 14 jours, aller-retour. Ouf! Ah Mais il ouais. fallait s'acclimater, tu sais, donc ça varie à chaque fois, mais c'est ça aussi l'avantage de notre projet. Vu qu'on enchaîne, ben une fois acclimaté, ça va beaucoup, beaucoup plus rapide, là. Ouais.
Mmh. Oh punaise. Moi, j'ai fait quelques temps en Amérique du Sud, j'ai fait 6 mois et j'étais basé à Lima, mais j'ai bougé, j'ai fait Bolivie, Colombie, et Pérou mais je me déplaçais pas à vélo. Mais le souvenir, ne serait-ce que déjà des trajets en bus, sans Oh être mon Dieu. acclimaté, hein, au début en tout cas. Les passages de col à plus de 4000, en fait, le manque d'oxygène, il est évident, quoi. Je me rappelle, première fois que j'ai fait un col à 4000, je suis sorti du bus pour prendre une photo, j'ai l'impression d'être, saoul, quoi. Je titubais, je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est ça?» Je découvrais, donc j'ose même pas imaginer à vélo, en tout cas au début avant d'être acclimaté, ça doit être quand même vraiment intense parce que une fois que vous arrivez en altitude, vous y restez un bon moment, quoi. S'il y a un mal de montagne ou autre, vous pouvez pas descendre, super rapidement non plus. Mmh. Non, effectivement, c'est sûr que sur les montagnes, ça, on a quand même on a une bonne capacité à descendre rapidement. Mettons, tu sais, on est à 6000 mètres sur la montagne, je commence à moins me sentir. En général, on est capable de descendre rapidement. Par contre, quand on arrive aux bases de la montagne, tu sais, si nos vélos sont à 4700 mètres, mais c'est sûr que c'est plus long, là, tu sais, refaire la Ouais. logistique du vélo, repartir. Puis souvent, tu sais, c'est des plateaux d'altitude. Tu sais, l'Amérique du Sud, c'était des déserts d'altitude. Donc, oui, avant de rejoindre la côte qui descend à 1000 mètres d'altitude, c'est sûr que c'est plusieurs jours, là. Ouais, Donc, ouais. fallait tout simplement éviter les problèmes de haute altitude, là. Mais je pense qu'on monte moins rapidement aussi. Fait que en vélo, là, ça prend une journée, mettons, se Ouais, rendre de c'est vrai. 1000 mètres à 4000. Donc, c'est les différences d'altitude vraiment abruptes là, qui causent justement le plus de problèmes, là, j'ai l'impression. Là. Donc, nous, c'est un avantage d'être un peu plus lent, mais de laisser le temps à notre corps de s'adapter. Là. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a le côté régularité qu'il y a pas quand on se déplace, en bus, en voiture ou autre, ouais, effectivement. Ouais. Mais bon, quand même, vous diriez qu'il y a une altitude, même acclimatée, est-ce qu'il y a une altitude à partir de laquelle tout devient plus compliqué, que ce soit à vélo ou en ascension? Oui, moi, en ascension, c'est à 6500 mètres. Ouais. 6005. Oh J'ai punaise. l'impression qu'à cette hauteur-là, là, vraiment, le corps, tu sais, il est tout simplement plus assez alimenté en oxygène, là, puis le rythme ralentit. Tu sais, puis justement, quand tu enchaînes les montagnes, mettons notre quatrième sommet à 6500, tu te dis non, non, je suis capable, tu sais, je suis capable d'avancer, on est en forme, on est acclimaté, mais non, à 6500, moi, c'est ma barrière qu'il faut que je prenne des pauses pour respirer, tu sais, puis pour me permettre d'avancer finalement, là. Mm. Et toi, Eloa, t'as une altitude nette comme ça, à partir de laquelle tu trouves que ça devient hardcore? Ouais, je suis d'accord avec Jean-Christophe, là. Puis même un peu en bas, là, je dirais 6000 mètres, là, la vie commence à être difficile. Faut pas rester trop longtemps à ces altitudes-là, là. J'imagine pas encore. Tu sais, on a comme objectif un jour d'aller dans l'Himalaya. Ben, tu sais, j'imagine pas là, passer 7000 ou dans la zone de la mort carrément là, à 8000 mètres. Là, ça doit être. C'est vraiment quelque chose là, pour avoir vécu un peu mettons, en haut de 6500 mètres, là, c'est vraiment fou là, ce que ça fait au corps. Là. C'est vraiment plus dur. Puis une chance qu'on était très en forme, là, je pense, pour notre défi, là, tout au long de notre défi, là, parce que tu sais, c'est pas l'endroit pour tomber malade, c'est pas l'endroit pour avoir des embûches. On a vécu un peu une situation de sauvetage au sommet de la Concagua. Là. Donc, on sait vraiment c'est quoi là, quand on se retrouve dans une situation là, plus épineuse, là, plus périlleuse. Ça prend beaucoup de ressources mentales et physiques là, pour seulement mettre un pied devant l'autre là, à ces altitudes-là. Là. C'est difficile à expliquer, là, mais c'est les meilleurs mots que je pourrais trouver. Là. Mmh. Ouais. L'anecdote que je partage toujours je suis jamais monté à des altitudes comme vous. J'ai fait 5650 au Kalapatar, qui est en face juste au-dessus du camp de base de l'Everest. Et l'image que je donne à chaque fois, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz si vous en avez des comme ça, mais c'est en fait que une fois arrivé à 5650, il me restait, enfin, je pense que j'ai dû arriver à 5630. Bref, il me restait 20 mètres et j'ai décidé de manger un Oreo, un petit snack, et de continuer à avancer. Et en fait, j'étais incapable d'avancer et de manger en même temps. Ouais. Tu vois, je m'étouffais, quoi. C'était absolument impossible de faire les deux. Donc voilà l'effet. Et ça faisait 14 jours que j'étais à plus de 4000 mètres, donc j'étais clairement Ouais. acclimaté. Donc voilà, moi c'est l'anecdote que je donne à ces altitudes. C'est compliqué de manger et de faire une activité physique minimale en simultané. Donc ouais, hardcore.
Non, clairement, je suis d'accord, là. En altitude, on mange pas en même temps Bah ouais, de ouais. marcher, là. Puis moi, c'était drôle, justement, parce que pour me préparer à l'Amérique du Sud, je regardais des vidéos sur YouTube, tu sais, puis j'avais jamais été à 6 000 mètres. Puis là, je regardais les gens marcher, puis je me disais, ils sont donc ben pas en forme, tu sais. Là, finalement, quand j'étais là à 6 000 mètres en train de marcher, je me dis, ah, finalement, ils étaient quand même en forme, les gens, là. C'est clair, ouais, c'est pas le même rythme. Mais et du coup là, Éloi, t'évoquais la Concagua, qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu, ben en 14 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que la première anecdote là, qui a vraiment commencé le voyage, là, c'est notre approche qui était par la vallée des Vacasses, donc la vallée des Vaches, qui est une approche là, de 45 km en terrain complexe. Donc, déjà là, on était encore 5 à l'époque dans ce voyage-là. Là. Donc, moi, Jean-Christophe, notre trinôme, et puis deux de nos copains un peu éloignés. Et puis, déjà en partant, là, il y a un de nos copains qui suivait pas du tout l'allure, là, qui prenait le double du temps pour nous, pour faire la distance. Donc, lui, il a fait le bon choix de ne pas nous suivre. Puis après ça, quand on est arrivé là, au premier camp de base, là, le camp choléra à 6 000 mètres, en fait, c'est le troisième camp de base. Au troisième camp de base, à 6 000 mètres, je suis tombé malade. Puis ben, j'ai vomi. Donc, on a pris la décision. Moi, j'ai pris la décision de rester puis d'essayer de voir si je vomissais encore, c'est sûr que j'aurais descendu le plus vite possible. Mais c'était comme un. C'était pas vraiment. J'ai quand même resté à 6 000 mètres et puis j'ai réussi à guérir, là, mais pendant que les autres ont fait un sommet de push, euh, ils ont fait un sommet de push, ils ont réussi à toucher le sommet. Là, moi, j'étais encore au camp choléra. Jean-Christophe est resté pour attendre, pour voir si j'allais faire moi aussi mon sommet de push. Et puis après 2 jours, là, je me suis lancé, puis j'ai grimpé la Concagua, là, mais c'était vraiment très difficile là, parce que après 2 jours, à être malade à 6 000 mètres, à essayer de guérir, mais c'est pas. Essayer de guérir à 6 000 mètres, c'est vraiment une expérience des plus atroces que j'ai vécues. Là. C'est très, très difficile. Donc, mais c'est ça. Finalement, j'ai réussi à faire le sommet. Entre-temps, notre trinôme, je ne sais pas si Jean-Christophe, on s'embarque dans l'anecdote, là, mais Ben ouais, voici Éloi, là. On se notre lâche où? trinôme, il est parti. En même temps que Jean-Christophe, notre trinôme est parti avec lui, un peu en décalé. Et puis, à ces altitudes-là, la Concagua, c'est une montagne un peu moins technique. Donc, on n'a pas besoin vraiment de s'encorder ensemble. Donc, il n'y a pas de corde qui nous relie. Et puis, c'est vraiment, vraiment pas technique, la Concagua. Là. C'est plutôt un hike, du hiking que vraiment de la grimpe, là, comme on a pu faire en Afrique, tout ça. Donc, on reste pas nécessairement là, vraiment un à côté de l'autre. Là. Tu sais, si une des deux personnes peut aller plus vite, ben, c'est même encouragé d'aller à son rythme. Là, tu sais, pour réussir à rallier le sommet dans les meilleurs temps possibles. Donc, Jean-Christophe a pris de l'avance. Et puis là, Denis a pris du retard. Et puis, il est arrivé, malheureusement, il s'est blessé. Donc, ça l'a vraiment ralenti. Et puis là, Jean-Christophe est descendu, il m'a rejoint. Et puis, on a attendu là, notre trinôme. Mais il n'arrivait pas, il n'arrivait pas. On avait nos radios, donc on a reçoit un appel radio nous indiquant là, qu'il s'est blessé puis que potentiellement, il va falloir peut-être venir à sa rencontre, venir le chercher. Et puis, c'était, mettons, au coucher de soleil là, vers 6 heures. Et puis, quelques heures plus tard, on a vraiment eu une confirmation, là, un appel d'aide. Et puis, on a pris notre matériel de secours et puis on a monté. Mais moi, j'étais malade. Là, donc, Jean-Christophe, il venait de faire un sommet de push. Donc, on était très, très affaiblis. Mais c'était l'appel du devoir, là, carrément. Là. C'est, quand on reçoit un appel d'urgence, un appel d'aide, nous, on est le genre de personnes qui vont y aller. Là. On est allé et ça a été très difficile. Là. On s'est rendu à 6 700. Tu peux me Ah corriger, ouais. Jean-Cri, mais je pense que c'est Moi, loin. 6 550, là. 6 550, mettons. Ouais. Et puis, on a descendu notre trinôme là, dans un traîneau d'urgence là, en pleine nuit. Ça nous a pris là, des heures et des heures. Là. On avançait là, à tâtons là, dans le noir et dans le vent. Il ventait, c'était incroyable. Là. C'était une tempête. Là. Et puis, on a réussi à le sauver.
malgré tout. Et puis, sa blessure s'est avérée, là, il a été capable finalement là, de descendre par lui-même. On n'a pas eu à appeler les secours, les hélicoptères, par exemple. Là. Mais ça a bien passé proche cette fois-là. Et puis moi, dans le fond, j'étais très épuisé, mais j'avais un peu, j'étais dans un mode très résilient là, parce que je voulais vraiment monter ce sommet-là. Là. C'est un peu un défi de vie, là, c'est un objectif personnel. Donc, j'ai mis tous les efforts, là, puis j'étais allé quasiment au plus loin que je suis jamais allé là, dans mes réserves de résilience puis d'énergie. Et puis, le lendemain, dans le fond, après un 24 heures là, de repos après le sauvetage, c'est ça, j'ai pu trouver la force là, d'aller grimper le sommet. Fait que ouais, mais ça a vraiment passé proche cette fois-là. Puis on a vécu, c'était quoi? Une situation d'urgence en altitude, là, ça rajoute vraiment un niveau de complexité incroyable. Là, le processus mental est tellement ralenti parce qu'on manque d'oxygène au cerveau là, pour carrément, on pense moins vite. Là, c'est difficile à décrire. Là, les idées viennent moins rapidement. Donc, on peut faire on fait des choix un peu plus discutables là, souvent aussi. Donc, c'était vraiment une situation qui nous a fait voir comment la montagne était grande fallait respecter la montagne, dans le fond. Fallait vraiment Ouais. respecter la montagne. Ouais. C'est super impressionnant. Est-ce que tu expliques par rapport au fait qu'on réfléchisse moins vite, etc. Euh, euh, Imagine du coup à 8800 mètres. Tu Ah, te rends compte? c'est fou. Tu Ben, tu sais, sais, il y a on voit souvent les documentaires là, sur l'Everest, puis tu sais, il y a souvent un moment dans le documentaire où ils disent on passe à côté d'un alpiniste qui est décédé, là. Mais on n'a tellement pas d'énergie, on a de la misère à faire notre propre locomotion. Alors, aider les autres, c'est un effort surhumain et probablement impossible à 8000 mètres. Là. Ça doit être impossible là, de faire les efforts faramineux qu'il faudrait de plus pour traîner quelqu'un. Là. Ouais, c'est vraiment un autre monde. Waouh. Est-ce que cette anecdote, elle a changé du coup la manière dont vous avez approché les ascensions suivantes? Pour être honnête, non, pas en tout. Mais tu sais, d'un autre côté, tu sais, y a-tu vraiment. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a vraiment deux façons de faire une montagne? Peut-être que oui, mais d'un autre côté, tu sais, on rappelle, on arrive à la base de la montagne en vélo. Donc, tu sais, est-ce que de la portée. Tu sais, on s'est posé la question, est-ce qu'on devrait avoir plus d'équipements de sécurité, ce genre de choses-là? Mais d'un autre côté, logistiquement, c'est compliqué de le faire. Puis. Tu sais, comme Éloi l'a dit, les choix qu'on fait en montagne, des fois, quand on revient au sol, au niveau de la mer, c'est dur à justifier, mais c'est les choix qui te semblaient les plus logiques à ce moment-là. Ouais. Donc, oui, on fait attention. Oui, on a une gestion de risque aussi différente. Tu sais, puis, c'est pour ça aussi, je pense, comment on a adapté nos défis, je pense, c'est justement d'être deux. En étant deux au lieu d'être cinq sur une montagne, ben, on diminue tout simplement la probabilité que une des personnes soit malade ou se blesse. Donc, d'avoir une cordée de deux, on trouvait ça plus efficace. Puis plus sécuritaire en quelque sorte, parce que les probabilités de se blesser sont tout simplement moindres. Intéressant comme approche. Super, donc là vous arrivez, si on fait une espèce de fast forward, vous arrivez au bout des 5 plus hauts sommets d'Amérique du Sud. Les émotions, une fois que vous bouclez le cinquième, il se passe quoi? Est-ce que ça a une saveur un peu particulière ou vous êtes déjà sur la planification du continent suivant? Ben là, c'est un peu. Moi, je m'en rappelle quand on est arrivé au sommet du US 40 qui était notre dernier sommet au Pérou. C'était vraiment une émotion intense, là. Parce que quand on a commencé ce projet-là, tu sais, est-ce que c'était possible de faire les 5 pieds au sommet puis de les relier par la force humaine? On le savait pas, tu sais. Puis d'avoir fait tous ces efforts-là pendant 2 ans de planification, d'entraînement, pour finalement, pendant 5 mois, donner tout ce qu'on a à chaque jour pour avancer, puis finalement réussir le défi, c'était, c'était vraiment un grand accomplissement pour nous. Puis ça nous prouvait que notre défi était possible. Puis plus loin que ça encore, que peu importe le projet qu'on a en tête, peu importe le rêve qu'on veut réaliser,
c'est possible de le faire. Fait que ça avait une signification beaucoup plus grande que seulement atteindre 5 sommets, tu sais. Ça nous prouvait que tout était possible. Mm. Sur l'aspect réalisation, justement, pour ouvrir une petite parenthèse, comment vous vous organisez pour avoir autant de temps, pour l'équipement, pour les finances? C'est quoi un peu ce qui se passe en backstage derrière les rideaux? On- je crois qu'ici au Québec, on vit des vies vraiment minimalistes, là. Je veux dire, on fait attention à nos dépenses, puis on travaille très fort quand on est au Québec pour ramasser de l'argent pour pouvoir se payer ces types d'expéditions-là. C'est sûr que aussi, quand on est en expédition, on est très minimaliste aussi. On dort pratiquement tous les nuits en camping sauvage, donc on évite des coûts, tu sais, des hôtels, Ouais. des auberges de jeunesse. On évite ces coûts-là. Puis, c'est sûr aussi, là, on a réussi à avoir quelques commanditaires. Fait qu'on, merci à nos commanditaires, tu sais, on apprécie leur aide puis tout, mais c'est sûr qu'il faut quand même travailler, économiser pour pouvoir partir à l'aventure, là. Mm. Ouais, puis on a trouvé des emplois aussi là, qui sont compatibles avec ce genre de mode de vie. Là. Donc, tu sais, moi, je suis pas dans la régulière, dans la force armée régulière, je suis comme dans la réserve. Donc, je suis comme un peu à contrat souvent. Je me trouve des contrats. Jean-Christophe est dans le monde de l'enseignement aussi, mais plus à contrat. Donc, on termine des contrats et puis là, on a vraiment plus de temps libre. Là. Tu sais, vraiment un mode de vie, un choix de vie. Là. Ouais. Ok. Mais c'est sûr que la sécurité n'est pas dans nos valeurs premières, Ouais. là, donc ça s'applique à l'aventure, mais ça s'applique aussi ici au Québec, là. Oui, on n'a pas de sécurité d'emploi, tu sais, comme quelqu'un qui pourrait rechercher, mais de l'autre côté, on s'en fout pas mal, là, nous. Là. C'est pas ça qu'on veut de la sécurité, là. On veut de l'aventure, là. Yes. Donc, arrivé au bout de ces 5 mois, bon, bah, j'imagine de ce que vous expliquez en termes d'aventure, vous avez été servi. Euh, vous saviez déjà à ce moment-là quand quand est-ce que vous alliez partir en Afrique? Non, en fait, on savait même pas du tout ça serait quel le prochain continent, là. Ah ouais, carrément. Ok. Ben, tu sais, parce que quand on fait des recherches pour un continent, il arrive un point, il faut se concentrer sur ce continent-là, tu sais. Donc, de dire après ça, je vais faire des recherches pour les autres continents, ça devient compliqué. Donc, on se concentre un continent à la fois, puis quand on revient, après ça, on regarde nos options, puis on en choisit un autre. Puis, c'est quand même justement des expéditions logistiquement très compliquées. Donc, c'est pour ça que quand on est revenu d'Amérique du Sud, on a comme regardé les autres continents, puis on s'est dit lequel est le plus accessible, tu sais, en fonction de nos compétences qu'on a à la suite de notre expédition en Amérique du Sud. Puis c'est là que l'Afrique faisait le plus de sens, ça. Ok. Ouais, j'imagine que typiquement l'Antarctique, il y a une raison pour laquelle ça n'a pas été le premier continent. Effectivement, il va être plus être d'un dernier, lui. Ouais, ouais. Excellent. À ce moment-là, Jean-Christophe, toi, tu retournes au Québec et Loi, tu es rejoint par Rebecca, ta petite amie de l'époque, pour vous faire un trip en amoureux de 2 semaines. Il s'est passé un drame. On a échangé avant. Tu m'as dit que toi, l'objectif, c'était d'en parler un maximum. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Ouais. Euh, Dans le fond, là, on fait un long voyage, moi et Jean-Christophe, de 5 mois. Et puis, on a chacun une copine ici au Québec. Et puis, on s'ennuie beaucoup. Donc, Jean-Christophe, lui, il décide de retourner au Québec immédiatement et puis de faire un voyage plus au Québec avec sa copine. Et puis, moi, je décide, je demande à Rebecca, est-ce que ça te tenterait de faire un petit voyage après le mien, tu sais, pour une espèce d'entre-deux entre notre voyage d'aventure, d'exploit sportif à moi et Jean-Christophe, puis la vie plus normale au Québec, tu sais, un petit entre-deux, une espèce de petite vacances. Et puis, un projet est né un peu dans notre tête à nous deux. Moi puis Rebecca, elle, c'était une fille de vélo de montagne et puis une fille d'aventure aussi. Et puis, elle a dit qu'elle aimerait bien me rejoindre en Amérique du Sud, puis qu'on fasse 2 semaines ensemble, tu sais, juste un entre-deux, un petit voyage en amoureux. Et puis, on est venu à désirer ensemble de se rejoindre en Équateur, qui est un pays là, merveilleux de l'Amérique du Sud. Et puis, pendant tout au long de nos voyages, à moi et Jean-Christophe, là, tu sais, on se parlait souvent, là, moi et Rebecca, à chaque jour. Et puis, on, un désir est né un peu dans notre tête, là, puis c'était d'essayer une montagne ensemble.
Et puis, quelle montagne pourrions-nous essayer en Équateur autre que le Chimborazo, qui est la montagne euh, mythique de l'Équateur, là? C'est la plus haute d'abord pour un, mais pour deux, c'est la montagne sur la Terre qui est le plus proche du Soleil. Comment qu'on peut expliquer ça? C'est que la montagne est à l'équateur, donc, puis elle est très haute, là, 6200 et quelques mètres. Et mathématiquement, là, dans le fond, là, par rapport à l'équateur, c'est le sommet sur Terre, l'endroit sur Terre où, quand on se tient debout, on est le plus proche du Soleil là, par rapport là, aux rayons de la Terre et tout ça. Donc, c'était comme un. On appelait ça la montagne du Soleil. Là. C'était comme une espèce de défi d'amoureux qu'on ferait ensemble et qu'on atteindrait ensemble. Donc, voilà comment l'idée de faire un voyage avec Rebecca est née. Et puis là, finalement, c'est arrivé, ça s'est avéré. Donc, en juin, elle est venue me rejoindre. Et puis, il s'est passé là, plein de choses en Équateur. Là. Tout d'abord, là, il y avait une espèce de manifestation là, dans le pays en entier, exactement aux dates où était supposé atterrir. Donc, les indigènes là-bas, les aborigènes, ils manifestaient pour le coût de la vie qui est trop élevé pour eux, dans le fond, par rapport au gouvernement. Donc, c'était une manifestation, là, je peux dire, c'était pas une manifestation pacifique, là, c'était carrément, ils ont pris la rue, ils ont bloqué les rues avec des arbres, des pneus de voiture, ils ont fait des barricades dans les rues. Donc, la première journée qu'elle est atterrie à Quito, là, ça a été Quito, qui est la capitale de l'Équateur, là, ça a été toute une journée puisqu'on devait se rendre de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et puis la ville était complètement congestionnée. Il y avait des combats entre les manifestants et la police. Là. Donc, c'est un voyage qui a vraiment commencé un peu dans le chaos. Et puis, on a trouvé notre petite bulle de confort à deux. On s'est rendu compte que c'était quand même c'était spécial de faire un peu du tourisme, pas de guerre, là, mais presque. Là. C'est-à-dire que le pays est complètement à l'arrêt. Puis tu as deux petits touristes qui n'ont pas vraiment rapport au combat ambiant, mais qui font leur petite voix. Et puis, tranquillement, ben là, on avait 2 semaines. Donc, dans la première semaine, c'est sûr qu'il y avait ce gros enjeu-là qui nous empêchait de voyager. Mais on a quand même loué une moto, puis on a réussi à quand même voyager un peu dans le pays. Et puis, la deuxième semaine, là, heureusement, ça s'est calmé. Là, donc, on a pu se rendre aux montagnes. On a tenté l'ascension du Cayambe, qui est une montagne là, de 6000 mètres aussi, là, mais qui avait des conditions absolument exécrables, là, les pires conditions que j'avais jamais connues de ma vie. Donc, on a décidé de simplement redescendre, mais ça nous a acclimatés. Et puis, on s'est lancé là, dans l'aventure du Chimborazo. On a grimpé ensemble et puis ça semblait être une belle fenêtre météo. Ça faisait 5 jours là, qu'il faisait soleil et tout ça. Il y avait pas de signe précurseur. Là. Tu sais, moi, j'ai mon cours de prévention des avalanches, mais il n'y avait pas de signe précurseur. Et malheureusement, la journée du sommet de Push, il y a une avalanche vraiment de profondeur, là, une plaque vraiment profonde qui a cédé. Et puis, tous les deux, on a été emportés dans l'avalanche en même temps. Pour être honnête, moi, j'ai cru que j'allais y passer. Mais étrangement, tu sais, j'étais en paix quand même parce que ça se terminerait, ma vie se terminerait dans le plus bel endroit du monde avec la plus belle personne avec laquelle j'aurais aimé être. Donc, j'étais vraiment serein pendant l'avalanche. Mais voilà, grâce à un miracle, c'est une espèce de miracle à double tranchant. Là. On est tombé dans une falaise. À la fin de l'avalanche, là, on doit s'avoir fait emporter sur 200 mètres. À la fin de l'avalanche, on a tombé dans une espèce de falaise. Mais la corde qu'il y avait entre moi et Rebecca s'est accrochée à une roche. Donc, pour ma part, je suis tombé dans le vide. Tu sais, là, j'avais perdu conscience dans l'avalanche là, vers la fin. Là. Mais quand je me suis réveillé, je pendais dans le vide là, à ma corde. Mais malheureusement, pour que moi, je puisse pendre dans le vide, il y avait un contrepoids. Et puis, le contrepoids, ben, c'était Rebecca qui s'était fait ensevelir. Donc, moi, j'ai tout de suite ouvert les yeux. C'est une vision vraiment d'horreur. Là. J'ouvre les yeux, puis je sais ce qu'il y a à l'autre bout de la corde. Là.
c'est mon amoureuse, c'est mon cœur qui est là, là. Donc, je pourrais pas dire comment je suis sorti du vide, là. J'ai grimpé la corde comme c'est pas possible, là, ça semble impossible, mais quand on est dans une situation extrême de même puis qu'on veut sauver la femme de sa vie, la force qu'on trouve, là, c'est incroyable, là, j'avais des ligaments déchirés, tout ça, mais je les sentais même pas, là. Donc, j'ai comme monté la corde directement. Je l'ai déterré, mais malheureusement, euh, il était trop tard. On a fait les calculs, là, un peu pour comprendre ce qui s'était passé là, avec les points GPS. J'avais une balise GPS, dans le fond, qui suivait tous mes mouvements, là. Et puis, je serais comme resté là, inconscient une quarantaine de minutes dans le vide là, avant de me réveiller. Donc, pour ceux qui comprennent Ah un peu ouais. qui comprennent un peu les notions d'avalanche, tu sais, on dit que pour une chance de survie, il faut déterrer une personne d'une avalanche en 15 minutes. Donc, tu sais, malheureusement, le temps était déjà écoulé. Et puis, pour un et pour deux, durant l'autopsie, tu sais, ils ont vraiment déterminé que c'était une asphyxie plus mécanique, là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la neige a vraiment. C'était vraiment une neige de printemps là, très lourde, là. C'est pas une avalanche de belles poudreuses comme qu'on voit dans les Alpes ou dans l'ouest ici du Canada. Là. C'était vraiment une avalanche de gros sel, de grains de sel et de petits blocs de glace. Donc, c'était une neige pesante qui lui a empêché de prendre sa prochaine respiration. Donc, c'est. C'est intense à dire, mais j'ai l'impression qu'elle a moins souffert longtemps là, que 15 minutes en dessous d'une avalanche de poudreuse. Là, c'était vraiment. Ça a été rapide. Mais moi, bien sûr, j'étais complètement dans le déni. Là. J'étais dans un moment comme ça, pour se protéger, notre esprit tombe dans le déni. Donc, j'ai tout tenté. Là. J'ai fait du RCR, j'ai fait les premiers secours pendant 1 heure et demie. Donc, non, c'est vraiment atroce. Puis, un moment donné, j'avais perdu mes gants, donc mes doigts ils étaient vraiment sur le bord des engelures, mon visage aussi. Donc, à un moment donné, j'ai comme eu un pressentiment. J'ai comme senti sa présence. Elle m'a comme un peu soufflé à l'oreille. C'est l'heure que tu y ailles, t'as tout essayé. Faut que tu sauves ta peau aussi, là, parce que l'avalanche, elle nous a bloqués. Là, on était proche du sommet là, du Chimborazo. Là, on était à 5500 mètres et quelques. 5300 mètres, si je me rappelle bien. Là, donc, à cette altitude-là, là, j'aurais pu y passer moi aussi si j'aurais tombé. Ouais. Si j'aurais continué finalement. C'était une espèce de folie de déni là, que tu veux sauver la personne, mais il est déjà trop tard. Là. Et puis, je suis descendu, puis heureusement, en Équateur, j'ai été vraiment supporté. Là. Il y a la personne qui m'avait loué la moto, qui s'appelle Pancho, là, ils sont venus carrément. Ils ont tout arrêté leur vie, ils ont mis leur vie sur pause, ils sont venus m'appuyer, ils ont pris soin de mon matériel. Puis les autorités là-bas, c'est très bien organisé. Là. C'est un peu comme dans les Alpes. Là. Il y avait des équipes de secours déjà prêtes à aller faire une récupération, là, parce que moi, j'ai pas pu descendre, j'ai pas pu la descendre. Là, j'étais épuisé, j'avais des ligaments déchirés dans le genou, donc j'ai dû sauver ma peau à un moment. Et puis, j'étais content d'être appuyé de même parce qu'il y a il y a une culture de montagne en Équateur, ce qui n'est pas le cas partout au monde, mais il y a une culture de montagne en Équateur. Et puis, ils ont mis en place avec le temps là, des programmes de secours là, qui sont très bien. Ouais. Et ben voilà. Fou. Punaise, quelle histoire. Bah, merci de la partager avec nous. Ouais. Je crois que, pour la petite parenthèse, par rapport à ce que tu expliquais sur la culture du secourisme en Équateur, Ouais. il me semble que, entre autres, c'est pas les seuls, mais il me semble que le PGHM fait partie des. Donc le PGHM, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne qu'on a en France, qui s'occupe du secourisme en montagne avec les CRS.
PGHM, c'est la gendarmerie, CRS, c'est la police. Et il me semble que parmi les pays qui contribuent à la formation des secours en montagne en Équateur, il me semble qu'il y a le PGHM. Je suis quasi sûr qu'on en avait Très parlé possible. avec Pascal Sancho, un invité qui a passé 30 ans. Je mettrai le lien en épisode. En tout cas, Éloi, franchement, merci beaucoup pour ce partage. J'imagine que la seule question, en tout cas la seule question qui me vient en tête, c'est comment on se remet d'une tragédie pareille et surtout comment est-ce qu'on retrouve l'envie, le désir de repartir en montagne et de continuer à grimper. Moi, je pense qu'il y a pas de réponse toute faite, là. Chaque tragédie est très, très unique. Dans mon cas, c'était vraiment Rebecca m'appuyait vraiment dans mon projet avec Jean-Christophe et puis, c'était un projet commun, dans lequel l'accident s'est passé donc, hem, j'ai pas pu rester, j'ai pas pu m'apitoyer sur mon sort, j'ai pas pu, entretenir les remords parce que c'est tellement malgré la tragédie, tu sais, une tragédie, il y a un côté beau là-dedans, là. Il y a un côté qui est beau, c'est que Rebecca, tu sais, elle est venue vivre son rêve et puis elle y a laissé la vie, mais ça fait partie de vivre, tu sais, de vivre sa vie pleinement, là, de vivre ses rêves, c'est qu'à un moment donné, ça se termine. Donc, puis elle croyait en mon rêve là, d'alpinisme, donc j'ai pas pu rester vraiment, j'ai pas pu, j'ai pas été capable de me dire j'irai plus jamais en montagne. Et au contraire, ça m'a donné une espèce de désir de l'honorer, de me dire, moi, je continue à vivre, je continue à mordre pleinement dans la vie, dans les opportunités, en son honneur. Tu sais. Hmm. Mais tu sais, c'est difficile. Là. Il y a des gens qui m'ont écrit et qui ils ont vécu des histoires, tu sais, sans dire similaires, mais des histoires de deuil et tout ça. Et puis chaque deuil est tellement unique. Je peux pas, tu sais, le seul moyen, c'est d'en parler, je crois, pour passer au travers d'un deuil. Peu importe le deuil, c'est la seule Ouais. réponse toute faite que je pourrais donner à quelqu'un qui vit un deuil, c'est faut pas garder ça en dedans, faut en parler. Puis même quand on a l'impression de radoter, d'ennuyer les autres par en parlant toujours de la personne qui est plus là, mais c'est correct aussi, ça, faut le faire. Hmm. Faut vraiment pas garder ça en dedans. Et puis dans mon cas bien spécifique, là, c'est de continuer aussi à vivre mes rêves. Là. Ouais. C'est beau, hein, Loïc? En fait, j'allais te demander, Jean-Christophe, toi vous connaissez depuis tout petit, vous avez ce projet ensemble. Quand il s'est passé cette tragédie et que tu as vu comment Éloi gérait tout ça, qu'est-ce que toi, ça t'a inspiré? T'as- Le courage, je pense, là, de voir quelqu'un qui est capable de se remonter d'un défi tel, là, tu sais, je veux dire, c'est tellement, tu sais, de mon côté, tu sais, c'est le cauchemar, là, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on redoute le plus en faisant de la montagne, puis de voir, tu sais, mon frère, là, se remonter d'un défi tel, puis d'avoir le courage de trouver encore la vie belle, puis de poursuivre le défi avec moi, c'est incroyable, là. J'étais émotif à entendre ces histoires-là, là. On va être là, Éloi, pour t'écouter, là. Tu peux radoter comme Yes. tu veux. Ouais, On c'est va être clair. là. C'est on- c'est impressionnant, là. Je suis fier de toi, Éloi. J'ai juste Yes, ça à merci dire, je Maurice. pense. Ouais, clairement impressionnant et super émouvant. Franchement, encore merci Éloi pour ce très beau partage. Et impressionnant aussi de voir finalement, ouais, cet hommage dont tu parlais, tu vois, en poursuivant l'aventure, en continuant à vivre ton rêve, c'est ta manière aussi d'honorer la mémoire de Rebecca. Donc, très très beau message. Euh, Aujourd'hui, si on revient du coup tu vois, au futur, voilà, on revient dans le mouvement du coup, dans l'action, comme tu disais, c'est peut-être la meilleure manière de tourner la page. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes tout dans la préparation de la suite? Ouais, là, ça se complexifie un petit peu. On a commencé à regarder les autres sommets, puis le continent qui nous tentait, c'était l'Europe. Ok, Juste que le problème avec l'Europe, c'est que les sommets sont. Il y en a 4 sur 5 qui sont en Russie. Ah, puis en fait, les sommets sont situés très près de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc, logistiquement, j'imagine que vous en doutez, là, ça semble très compliqué à avoir les permis. Puis de toute façon, tu sais, de rentrer dans une zone de guerre, tu sais, je veux dire, là, que certains. Tu sais,
l'Ukraine envoie des drones en territoire russe. Tu sais, bref, on a étudié le scénario, puis on en est venu à la conclusion que ça serait vraiment se mettre dans le pétrin nous-mêmes, là. Avant même Ouais, d'être en ouais. montagne, avant même de faire nos premiers coups de pédale, on se mettrait dans le pétrin. Donc, on a finalement repoussé cette option-là. Et Puis, pardon, je te coupe, Jean-Christophe, mais ouais. le fait d'opter pour les 5 plus hauts sommets, alors je sais pas, c'est peut-être un peu du cheat pour vous, mais les 5 plus hauts sommets de l'Europe, tu vois, politique, c'était une option? Non. Mais non, mais je veux dire, on fait les 5 plus hauts sommets géographiques, là. Non, non, oui, non, il n'y a pas de. Ouais, Non, pas d'option. c'est parce que, non, c'est parce que tu sais, si on- faut faire attention dans ces expéditions-là, parce que c'est nous qui menons nos propres règles, tu sais. Puis, Ouais, tu sais, il y a certains. Des fois, ça peut être tentant, justement, quand on en revenait des approches en Amérique du Sud, puis là, on se fait proposer par un 4x4 avec des touristes. Hey, veux-tu embarquer? Tu sais, ça va aller plus vite. Là, t'es comme, ouais, ouais. j'aimerais vraiment ça embarquer, mais je peux pas, tu sais. Je peux pas. Puis, il faut rester vraiment, vraiment très rigide sur nos règles. Pourquoi? Parce que c'est ça qui donne le sens au projet. Ouais. Si on se met à être flexible sur les règlements qu'on s'impose, ben, moi, je trouve le projet perd de son sens. Donc, non, il n'y a pas d'avenue, là, tu sais, on fait vraiment les 5 plus hauts, puis on les relie par la force humaine, puis si c'est pas possible, ben, on aura échoué, entre parenthèses, puis on rassayera, là, tout simplement, là, mais tu sais, soit on réussit en respectant nos règles, ou on échoue, tout simplement, là. Hmm. Du coup, le continent alternatif, ça serait lequel, si c'est pas Ben là, l'Europe? ouais, non, non, mais c'est probablement déjà fixé, là, ça serait l'Amérique du Nord. Génial. Ouais, la Mais maison, quoi. oui, la maison, oui, effectivement, un retour. Mais plus ou moins la maison, parce que il y a le Denali qui est en Alaska. Ensuite, il y a le mont Logan et Elias qui est au Yukon. Fait que oui, oui, la maison. Mais après ça, les deux autres sommets sont au Mexique. Donc, Ok, ça fait ouais. une très, Ouais. très, très longue traversée. On part Ouais. d'Alaska en vélo, puis il faut descendre jusqu'au Mexique. C'est à peu près 9000 km de vélo, là. Donc, ça serait notre plus grand continent, là, Waouh. à ce jour, là. Mais du coup, ce serait forcément, peut-être que je pose des questions bêtes là, hein, mais c'est forcément que des ascensions, que vous réalisez en été pour l'Amérique du Oui, Nord? oui, c'est ça. En fait, le Denali, probablement qu'on. La date officielle, là, il n'y a rien, ben, y a rien d'officiel, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui nous mijote en tête, là, c'est mai 2025. D'accord. Donc, en mai 2025, on est au Denali. Mais la grosse problématique qu'on va avoir en Alaska et au Yukon, c'est l'approche des Et oui, c'est montagnes. ça, c'est à ça que je pensais quand je vous posais la question. Parce que Parce que justement, traverser le Yukon ou, se rendre au Denali, à vélo, autrement que l'été, j'ai et encore même l'été, c'est pas une zone, avec des milliers de lacs, le Yukon? oui, effectivement, là. Mais tu sais, moi, j'ai commencé à regarder, là. Il y a une route. Tu sais, moi, je regarde toujours le village le plus près de la montagne, là. Fait que j'ai trouvé ce village-là. La problématique, c'est l'approche, justement, parce que le glacier ne descend pas nécessairement jusqu'en bas, Ouais. tu sais, jusqu'au village le plus près. Donc, de porter l'équipement de ce village-là jusqu'au glacier pour ensuite utiliser des skis et des traîneaux pour transporter notre matériel, ça va être ultra, ultra compliqué, là, en fait, là. Puis, pour être honnête, j'ai pas encore de réponse à cette question-là, là. Il faut toujours que je fasse des recherches, là. OK. Sinon en canot, approche en canot? J'y ai pensé en plus, là. Ou en kayak de mer, tu sais, l'Elias, il y en a Ouais. beaucoup qui arrivent en voilier, tu sais, ou en bateau, là. J'ai commencé à regarder. Le problème, c'est que le Logan et l'Elias sont des montagnes relativement assez près, là. On peut les rejoindre sur un glacier. Donc, pour pouvoir faire les deux, il faut arriver du côté est et non du côté ouest, dans le fond, OK, de l'océan. Donc, OK. on a comme pas le choix d'arriver par la route. Mais comme je l'ai dit, là, notre préparation n'est pas encore faite, là. Puis en fait, on n'est jamais prêt, là. Même quand on part, là, on se mentira pas, là. Donc, on verra. Je vais peaufiner mes recherches dans les prochaines semaines, là. Excellent. Punaise, ça doit être d'une complexité à gérer. C'est vraiment, c'est plusieurs fois qu'on le dit, mais c'est vraiment 2 expéditions en une. C'est dingue ce que vous faites. Oui, clairement, tu sais, c'est tellement différent de dire j'arrive en avion sur un glacier, tu sais. Ouais, ouais. On dépose le matériel, puis après ça, ben, on part faire le sommet, là. Cette partie-là, pour être honnête, c'est la partie qui m'inquiète le moins là, dans tout le projet, là. C'est vraiment de se rendre sur ce glacier-là, là, qui Ouais. va être le gros enjeu, là.
Incroyable. Du coup, où est-ce que vous partagez vos aventures? Est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous avez, je sais pas, des balises GPS pour les ascensions, un compte Instagram où vous publiez du contenu? Ah oui, ça, c'est plus la job à Éloi, là, je laisse en parler. Ouais, on a un petit compte Instagram, là, Les Trois Mousquetons. Notre page Facebook aussi qu'on est assez actif. Et puis un petit site internet, là, les3mousquetons.ca, qui nous permet là, de nous suivre. On a une balise GPS justement là, avec la compagnie Spot, donc une compagnie québécoise là, qui nous permet justement de pouvoir nous suivre là, directement pendant nos aventures. C'est ça, fait que c'est pas mal les trois façons de nous suivre, là. OK. Moi, si on n'est pas encore tu sais, des aventuriers professionnels connus mondialement, là, je veux dire, on fait de notre mieux pour, ben, tu sais, pour partager notre expérience, simplement, là. Tu sais, nous, on le voit vraiment comme ça, là, on fait pas ces aventures-là, tu sais, pour faire de l'argent, tu sais, Ouais. ben oui, si on pourrait en faire notre métier, tant mieux, là, mais je veux dire, c'est vraiment pas l'objectif initial, puis on publie vraiment pour partager notre expérience, tu sais, puis moi, pour être honnête, c'est une facette que j'apprécie plus ou moins, là. J'aime mieux le contact humain, un podcast, une conférence, tu sais, que tu es vraiment prêt avec l'auditoire que tu peux partager. Ouais. Partager sur les réseaux sociaux, je laisse ça à Éloi, là. C'est sa job, là. Excellent. Bah, je mettrai les liens en description. Dernière petite question, alors peut-être plus pour toi, Jean-Christophe. Tu vas devenir papa pour la première fois. Oui. Est-ce que ça a changé du coup ta vision du projet? Et deuxième question, là du coup pour tous les 2, la notion alors tu viens un peu de l'évoquer Jean-Christophe, mais, heu, finalement cette notion de partage, d'inspiration, à quel point est-ce qu'elle vous anime dans ce que vous faites? Oui. Pour la première question, ben là, je pourrais pas. C'est sûr, ça m'influence dans mon projet. Je veux dire, maintenant, je vais avoir des vraies responsabilités là, à la maison. Non, mais sans farce, ça influence beaucoup ma gestion de risque, je crois. Là. Mettons, en Afrique, dans les sommets qu'on a fait, des fois, on s'est perdu, tu sais, on s'est mis dans des situations précaires qu'on n'aurait pas dû nécessairement affronter. Ça, c'est des situations qui m'ont mis un peu en colère là-bas parce que je me disais, pourquoi je me mets à risque en ce moment-là, là, tant que, en fait, je devrais être dans une voie plus sécuritaire. Ouais, Fait que c'est le genre de pensée que j'ai maintenant que j'aurais probablement pas eu avant, tu sais. Puis, je pense que ça va m'influencer justement à minimiser le risque au maximum, encore plus qu'on le faisait déjà. Mais d'un autre côté, le défi est le défi, tu sais, puis tu sais, on trichera pas, on changera pas les conditions. Puis le défi m'allume autant, tu sais, c'est pas parce que je vais être papa que d'un coup mes rêves disparaissent, là. Donc je garde le même éclat dans les yeux, tu sais, la même ambition, le même désir de poursuivre ce rêve-là, mais peut-être essayer de minimiser au maximum le risque quand c'est possible, là. ouais, OK. Eloa, par rapport à cette question sur l'inspiration, le partage et comment ça vous anime du coup? Ouais, je crois que c'est un devoir un peu pour les aventuriers. Je pense qu'on est, c'est pas tout le monde qui est aventurier, puis c'est correct aussi, là. Chacun a les choses qui l'allument dans la vie, mais quand on a vraiment l'aventure qui nous brûle au cœur, il faut vraiment aussi, une fois qu'on a complété une aventure, il faut aussi la partager. Puis je pense que c'est important, là. C'est pour ça qu'on fait le podcast en ce moment. C'est pour ça que en ce moment, j'essaie d'écrire aussi nos livres parce que là, on s'est parlé pendant 1 heure, mais tu sais, je suis en train de lire mes journaux de bord et puis je peux écrire un livre de 1000 pages, là, tellement il y a des aventures, il y a des anecdotes, il y a des trucs intéressants à dire. Tu sais. Notre voyage est tellement unique, autant qu'il y a le côté de l'alpinisme qui intéresse beaucoup les gens, autant il y a le côté vélo, à même les populations locales, là, la rencontre avec vraiment l'habitant, là, tu sais, qu'on ne voit pas souvent dans les voyages, dans les trucs qu'on nous présente. Donc, je pense que c'est important pour moi, puis j'en crie, là, quand on revient au Québec, là, on veut partager nos aventures. Et puis, ouais, moi, ça me fait, pour changer un peu de sujet, là, ça me fait, je suis tellement heureux pour Jean-Christophe, pour son bébé. Donc, je sais que ça va changer les choses, mais ça va changer les choses pour le mieux. C'est tellement la plus belle aventure d'une vie, là, d'avoir des enfants. J'en ai pas moi-même, mais je le crois profondément. Donc, je suis tellement heureux pour lui. Voilà.
Merci, Éloi. Puis justement, mettons, comment ça peut influencer, tu sais, là, on commence à regarder l'Amérique du Nord, mais c'est un long trajet en vélo. Fait que là, je me disais, après les 3 premières, tu sais, en Alaska ou Yukon, est-ce que ma conjointe et notre petit enfant, ils peuvent venir nous rejoindre, tu sais, puis faire un bout en vélo ensemble? Tu sais, fait que c'est comme ça qu'on va commencer à adapter les projets, puis essayer de jumeler, par exemple, cette étape-là qui peut prendre 5 mois en ayant leur compagnie pendant un mois, tu sais, au milieu. C'est comme ça qu'on va jouer un peu sur le défi là, aussi, là. Génial. Punaise. Bah, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, un grand, grand merci à tous les 2 pour ces partages, super inspirants. Je suis sûr que ça donnera, la petite impulsion nécessaire à beaucoup de gens qui vous écouteront, pour se lancer dans leur propre projet à eux. S'il y avait peut-être un mot de la fin, enfin, vous avez partagé beaucoup de choses déjà, mais, est-ce qu'il y aurait peut-être un message en particulier par lequel vous voudriez, conclure? Je crois que j'aimerais dire que tous vos idées folles, tous vos projets que vous vous dites, c'est impossible, je peux pas le faire. Mais en fait, non. Oui, ça va être des sacrifices, ça va être des efforts, mais quand on y croit vraiment, tout est possible. Excellent. Éloi, quelque chose à ajouter ou là encore, J'approuve. parfaitement d'accord avec Jean-Christophe? Ouais, j'approuve. Ouais, je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit. Il faut continuer de rêver grand. On est dans une époque où ce que les gens sont un peu moroses, donc c'est important de garder des beaux projets comme ça en vie pour sa vie. Puis, ouais, je crois complètement à ce que Jean-Christ a dit. Génial. Eh ben, un grand merci à tous les 2. Excellente préparation pour la suite et à une prochaine. Ouais, merci beaucoup, Loïc, là. Merci, salut. Quel épisode aussi inspirant qu'émouvant. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Jean-Christophe et Éloi. Très certainement, vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par leur récit. Donc allez-y, prenez votre smartphone, copiez le lien de l'épisode depuis votre plateforme d'écoute et envoyez-le maintenant. Ça prend quelques secondes et c'est un excellent moyen de remercier mes 2 invités pour tout ce qu'ils ont bien voulu partager avec nous. Si vous voulez m'envoyer des feedbacks ou des suggestions d'invités, vous pouvez le faire sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast. Abonnez-vous d'ailleurs au passage, ou bien par email à hello@lesfrappés.com. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.